et a terminé comme chef porion. Alors ça, c'est très important à mes yeux. La première génération, évidemment, bon, c'était des gens qui n'étaient pas très qualifiés, et ils sont restés, je dirais, au bas de l'échelle. C'est la deuxième génération qui a lentement donné des cadres à l'intérieur de l'entreprise, en particulier donc les surveillants, les porions, les chefs porions. On est donc particulièrement heureux d'avoir avec nous pour cela, aussi parce que lui aussi a le démon un peu de l'histoire et a des attaches à la Société d'Histoire de Bullseye, où il a été autre élu local, mais il nous a dépassé, nous n'avons été que conseillers, lui il a été adjoint maire. Alors, Zizek, tu veux nous parler un peu des questions minières? Tu as quartier libre. Voilà. Bon, je vais commencer. Je vais parler de la mine. Je suis fils de mineur, mais je n'ai pas appris au mine de Potage, j'ai appris à Mulhouse. Donc les salaires n'étaient pas très élevés, donc au mine, on gagnait bien sa vie. Donc à 18 ans, tout juste 18 ans, j'ai commencé à travailler au mine de Potage, à la mine Marie-Louise. Je vais vous raconter mon premier poste, parce que je crois qu'il est particulier, et on peut se demander comment nos parents, ces anciens Polonais, se sont débrouillés au fond de cette mine avec une langue qu'ils ne maîtrisaient pas forcément, parce qu'effectivement il y avait des gens de Pologne qui maîtrisaient l'allemand, mais la majeure partie ne parlait pas ni le français ni l'allemand. Mon premier poste, donc, je suis arrivé à la lampisterie, j'avais le poste du matin, avec une petite fiche, avec mon matricule. Donc, un gars de la lampisterie, donc, m'a donné la ceinture. Le casque, il y avait des grands et des petits, j'avais un béret, donc à l'époque, en 1951, tous les mineurs n'avaient pas encore un casque, malgré que le Joy a commencé. Joy, c'est les machines américaines, avec le plan Marshall. Et donc, il m'a donné ma ceinture, m'a donné ma lampe. J'ai mis ma lampe, j'ai pris ma lampe, de la tête. Et j'ai dit, et maintenant, il dit, maintenant tu suis les autres mineurs. Jamais au fond, premier poste, je suis les autres mineurs. Ben, s'ils seraient allés à Mulhouse, ils auraient suivi à Mulhouse. Donc, j'ai suivi, il y avait à peu près de la lampisterie jusqu'au Puy Marie-Louise, il y avait à peu près 250 mètres environ, donc je les ai suivis. J'ai pris la queue, je suis descendu au fond, et là, donc, il y a le surveillant, à l'époque il était surveillant, qui m'a accueilli. Alors, quand un jeune qui descend la première fois au fond d'une mine, entre 1000 mineurs, vous le reconnaîtrez de suite. Il me demande Krzyzanski, j'ai dit oui. Alors, il est met à côté de moi, en serré la main, pas bonjour, rien. Demandez le nom. Bon, je me suis mis à côté de lui, il entendait la cordée suivante. La cordée, c'est les différents rythmes de descente au fond. Et là, il avait un autre artisan mécanicien dépanneur comme moi-même. Donc il a dit, François, tu emmènes ce jeune avec toi. Alors moi, je l'ai suivi. Et près du puits, il s'était éclairé, mais quand on a pris un petit raccourci, après il y avait une petite galerie. Alors il me dit, mais allume ta lampe. Moi je fais, mais comment est-ce qu'on l'allume? Je ne savais pas comment l'allumer. On n'a pas monté, on n'a pas dit. Je ne savais pas, j'avais cette lampe-là, mais je ne savais pas comment l'allumer. Alors il m'a dit, viens, je vais te montrer. Il dit, tu vois, là tu as un bouton, tu allumes. Il allume, malheureusement, elle ne s'est pas allumée. Il m'a dit, c'est pas grave. Il a pris cette lampe, il a cogné contre le parement c'est le mur du fond, et il a dit, voilà, tu as de la lumière. Donc, j'avais de la lumière. Alors il me dit, tu vois, tu as deux lampes, tu as un code et un phare. Si la deuxième lumière, c'est la lumière de secours. Si jamais la grande lumière, la lampe ou casse, ben, tu as toujours une lumière de réserve. Mais ça, il faut vérifier à la lampisterie avant que tu descendes, parce qu'une fois que tu es au fond, ben, tu ne peux plus changer la lampe. Donc vous voyez déjà là quelque chose qui ne marchait pas. Bon, alors je l'ai suivi. Donc on est allé chercher, le gars il a cherché la caisse à outils, on est allé dans les berlines.
Donc en principe, à l'époque, les mécaniciens dépanneurs comme les électriciens, c'était des jeunes, on était entre des jeunes, donc 18 et 25 ans. Donc on est allé pendant 20 minutes jusqu'à les galeries d'exploitation, le chantier d'exploitation, autant pour moi. Donc là, on s'est déshabillé, en short, et il m'a dit, bon, tu vas avec le mécanicien dépanneur, Christ François. Je suis allé avec lui, il lui a dit, écoute, une fois que vous avez fini de faire l'entretien journalier, tu nous rejoins dans un chantier en préparation qui se trouvait à côté, quoi, mais la préparation se faisait à peu près dans les 900 mètres dans un nouveau chantier. Donc on a fait la révision, c'est la première fois, il faut vérifier le niveau d'huile, le lopette, etc. Et après on a rejoint ce fameux chantier en préparation, c'était un fil, c'était une machine qui avait versé doucement le minerai sur la bande transporteuse quand il doit encore les tours. Bon, alors on est arrivé là, j'ai donné un coup de main pour monter cette machine. D'un seul coup, le surveillant, il avait soif, parce qu'il avait un petit bidon. D'habitude, les mineurs, ils avaient des bidons de 1,5 litre à 2 litres. Lui, il avait un petit bidon d'un quart, il n'avait plus rien. Il a dit, toi, ce jeune, en dialecte, tu cherches de l'eau. Alors, il y a un autre mineur qui lui dit, mais t'es fou, tu ne vas pas envoyer ce jeune chercher de l'eau, il va se perdre. C'est la première fois qu'il est au fond. Il dit, il ne va pas se perdre. Alors l'autre, je l'ai trouvé à peu près à 900 mètres, 950 mètres de la rampe où il y avait le fameux coco. Alors ce gars-là, donc ce qui était syndicaliste, c'était Gérardin Albert, et à son âme, il m'a dit, écoute, tu vois, tu descends, tu restes sur cette voie. Ensuite, tu auras une voie à gauche, tu ne la prends pas. Tu auras une voie à droite, tu ne la prends pas. Il faut une voie à droite, tu ne la prends pas. Tu auras une voie à gauche, tu ne la prends pas. Tu vas arriver à une espèce d'Y, tu prends ce Y à droite, et dans les 40 mètres plus loin, tu auras ton coco. Donc, en descendant, pas à gauche, pas à droite, pas à droite. Vous voyez, hein, ça, c'est resté ça m'a marqué. Et ensuite, je nettoyais ce seau, je remplis le seau du coco. Du coco, c'est la boisson des mineurs du four, pendant des années. Donc, sur le retour, alors, il n'y avait pas de lumière, pas d'éclairage, il y avait juste pas de lumière. Alors j'avais ces 10 litres d'eau, je marchais. Alors au bout d'un certain temps, bon, je m'arrêtais parce que il fallait changer de truc, de voir ça. C'était quand même 10 kilos de lumière. Je montais plus loin. Regarde, est-ce que je suis sur la bonne voie? Je n'étais pas sûr. Bon, finalement, j'ai vu, quand j'ai continué, au bout de je ne sais pas combien de temps, j'ai vu une lumière. Je dis, ah, il y a quelqu'un. Et ça, c'était ce dépanneur qui de temps en temps allait dans la voie pour éclairer le gars si jamais. Et je suis arrivé. Et le porion, vous savez, enfin le surveillant de l'époque, il est devenu porion par la suite, je dis pas son nom parce qu'il dit encore. Il a dit, tu vois, je t'ai bien dit qu'il va arriver. Mais la peur que j'ai eue, ça, il ne savait pas. Ça, c'était mon premier poste au fond de la nuit. Donc en fait, c'était débrouille-toi tout seul. Pardon? C'était débrouille-toi tout seul. Exact. Voilà, c'est ça. Alors là, c'est là-bas que j'ai pensé à nos parents. Non plus que moi qui maîtrisais l'alsacien et le français, polonais aussi bien sûr. Mais alors, je ne sais pas s'ils l'ont fait, parce qu'ils ne se plaignaient jamais, les anciens mineurs polonais ne se plaignaient jamais. Ils ne parlaient jamais des journées difficiles, et il y en avait. Donc là, c'était la période où, comme Francine l'a dit, c'était juste pour il y a les jeunes surveillants qui devenaient par la porions, donc des porions en puissance, qui venaient encadrer les différentes équipes. Ils sortaient de l'école de Pulversheim. Et là, il y a la mentalité un peu changée. Mais vous savez, il y avait toujours encore, il y avait toujours quelques mineurs qui n'aimaient pas tellement ces mineurs polonais. Mais par contre, les mineurs, donc, ils étaient très appréciés par l'encadrement. Parce que, je me souviens, une fois, il y en avait parce que c'était surtout au poste du soir, où il y avait l'entretien, où il y avait du boisage à faire.
Et il y avait donc un chef de poste qui dispatchait le travail, et c'est les surveillants, les porions qui organisaient avec leur équipe le travail. À la fin du poste, le gars il est venu, le travail n'était pas terminé. Il a dit, mais comment tu dis que c'est pas terminé? Ben, c'est pas terminé. Il lui a dit, je l'ai entendu, écoute, quand tu as un travail délicat comme ça, tu envoies des Polonais. Tu peux être sûr qu'à la fin du poste, le travail est fait et il est impeccable. Ils étaient très appréciés. Donc, ça, c'est des estimes que les porions expérimentés avaient de ces anciens Polonais. Parce que dans le Joy, il y avait quelques haveurs, il y avait surtout quelques mineurs de tir, mais aux machines, il y avait essentiellement des jeunes mineurs, même si c'était des mineurs de descendance polonaise, mais ceux-là, ils maîtrisaient le français et l'alsacien, bien entendu. Je vais vous raconter aussi, donc, on sait bien qu'au fond de la mine, une fois en tant que mineur, on ne se rend pas compte parce qu'on a eu l'habitude, on a le prix. Mais le danger était là. Il y avait toujours le danger du coup de mur. Donc ça c'était dans l'exploitation, le système de l'époque, chambre et pilier, c'était en 1957, exactement. Donc là, on a, je ne vais pas rentrer dans le domaine technique de l'exploitation, il y avait un pilier. Et quand le minerai a été chargé, ce pilier, il fallait le foudroyer. Donc, il a été bourré et foudroyé. Donc, pour le foudroyer, il y avait un barrage, un périmètre de sécurité qui s'est fait. Et quand ce pilier a été foudroyé, en même temps, il y avait une grande explosion et un noir absolu. Moi, j'ai été projeté à peu près à 5-6 mètres dans une recoupe, sur un côté. J'étais, pas de lumière, le casque, là j'avais déjà un casque en 57, à Baïsé. Je tire mon câble de ma lampe, j'ai ma lampe, j'allume, rien. Alors j'ai accroché la lampe de mes yeux, j'ai de la lumière. Alors la poussière était tellement dense qu'on ne voyait pas à 50 centimes. Alors il fallait que je m'oriente où je me trouve, je suis sorti de cette recoupe, et j'ai pris la voie de transport qui descendait donc là où on arrivait et on partait, où il y avait le roulage. Et ensuite, au toit, il y avait une ligne blanche. C'est celle-là, quand il faisait la voie, la galerie, c'était pour avoir la direction. Alors je courais tout doucement en regardant, c'était à peu près à ma hauteur. Et je me suis dit, s'il y en a un bloc par terre, je vais tomber. Alors je suis accroupi, j'ai couru, tout accroupi. Donc je suis une fois rentré dans le parlement à gauche, une fois à droite, et je suis descendu en bas. Il y avait une descente où c'était plein de gaz, enfin du grisou. Alors je suis remonté et j'ai arrêté, j'attendais les copains qui arrivent. Et j'ai dit, bon là, on ne passe pas, on a contourné et on a allé dans la galerie. Ce que je veux dire, que la première peur, la peur panique est telle que vous la dominez pas, vous voulez juste sauver votre vie. Mais une fois donc, on était en bas, il y a mon copain qui était donc aussi un mécanicien dépanneur qui était près de moi, il n'était pas là. Je dis, celui-là, il est resté là-haut. Et là, le chef de poste n'était pas encore là, c'était au poste d'après-midi. Alors j'ai dit, bon, moi je vais voir où est-ce qu'il est mon copain. Alors il y en avait deux, il n'y avait pas beaucoup de volontaires, il y avait un aide-mineur et encore un autre artisan, il dit, bon, nous on vient avec toi. On était à l'entrée de la galerie, il dit, mais attends, il nous faut une lampe de tir, enfin une lampe de mesure de grisou, parce que s'il y a du grisou, on va y rester. Et on est retourné, on a refait à peu près les 60-80 mètres, et pendant ce temps, le chef de poste est arrivé. Alors il m'a dit, papa, de toute façon tu ne montes pas puisque tu es blessé, pour y avoir du sang qui commence à venir. Donc il a fait le tour, et effectivement, moi il n'était pas blessé, il est passé. Pendant que nous on a fait le tour, il y en a deux, le mineur de tir et ce socologue artisan, ils ont traversé ce traversant plein de grisou et ils sont partis, ils ont couru vers le puits. Ça, on l'a su par la téléphonique. Donc, il y avait deux blessés, un qui avait le nez cassé et l'autre qui était blessé au genou, il ne pouvait plus marcher. Ça, c'est pour vous dire que ce que c'est un coup de mur et ce que c'est la peur panique. Je
voudrais absolument qu'on insiste justement par le vécu sur cet aspect qu'on a tendance à oublier maintenant, qui était la dangerosité permanente, n'est-ce pas, du travail à la mine. J'ai fait faire une petite recherche par une collègue il y a quelques années, une historienne dans l'Express mulhousien avant-guerre. On a à peu près dans le siècle minier dénombré quelques 750 morts. Oui. C'est à peu près le chiffre. C'est plus de 800. Globalement, c'est plus de 800. Voilà. Eh bien, il faut quand même penser que dans ce chiffre-là, qui est énorme, il y a quand même un tribut polonais assez lourd qui a été payé. Dans cette petite recherche, je me souviens que ma collègue m'a sorti sur 15 jours 3 articles relatant des décès de mineurs polonais. 3 en 15 jours, mais vous vous rendez compte? Avant-guerre. Avant-guerre. C'est phénoménal. Il ne faut quand même pas perdre ça de vue. Et donc, je voulais que quelqu'un du fond puisse nous en toucher un mot sur justement la peur, les dangers qui ont été affrontés. Écoutez, je vous propose techniquement, si vous voulez, on est arrivé aux 2/3. Je vous propose une pause. C'était pas trop pour mineurs polonais, c'était aussi aux Alsaciens, tout le monde avait la trouille descendre au fond, surtout quand les gens venaient du jour. Moi je faisais partout. Relancer, parce que on parlait tout à l'heure, madame parlait de la culture que nos anciens nous ont préservée. C'est créer aujourd'hui notre patrimoine. C'est grâce à nos instituteurs polonais, à ces bénévoles, parce que quand on dit que les Polonais ne parlaient pas le français, ne parlaient pas l'allemand, mais écrivaient parfaitement le polonais, et des gens qui étaient des lettrés en Pologne, et malheureusement, par le fait de se trouver un jour émigrés, se sont trouvés aux mines de potasse. Mais il ne fallait pas oublier, c'était pas comme raconte certains l'histoire que le Polonais ne savait pas aller voir Cracovie, qui existe bien avant Mulhouse et autres. Il y avait une vie culturelle. Cette vie culturelle était transportée ici par nos anciens. Moi, je me rappelle, tout petit, j'étais dans ce folklorique. Madame Scherfer, j'étais pas en collège blanc. Ouais, c'est beaucoup plus loin tout ça. C'est nos parents. Et qui était le vecteur de cela? C'était cet apport, peut-être non pas une population, qui était effectivement dans toutes les populations, il y a des émigrés, qu'est-ce qu'ils font là? C'est aussi bien pour les Italiens. Mais les mines eux-mêmes. C'est des mines de potasse qui ont fait que nous avons pu préserver tout ça. Les mines de potasse qui ont fait que toutes, et j'ai écouté Francis quand tu disais qu'à cause des salaires, mais à cause des Schwarzarbeit qu'avaient tous les mineurs de fond pendant la guerre. Moi j'étais petit, j'avais 12 ans, ils ne savaient rien. Ils avaient les mêmes rations que les autres. Ça veut dire qu'il n'y a pas de discrimination à la mine. Il n'y a pas de discrimination à la mine. Si naturellement, pour des raisons, les bomboiseurs c'était les Polonais, parce que c'était des ruraux, ils savaient faire machin, ils étaient peut-être. Ça c'est possible. Mais je crois qu'ils étaient au même niveau de. Parce que c'était le mine de potasse qui les suivait. Je me rappelle d'un directeur général qui s'appelait Danton Fronton, qui a implanté, moi je me rappelle aussi d'une histoire au niveau religieux, où le curé ne donnait pas la chapelle aux Polonais, le chef d'établissement à l'époque, à Marie-Louise, a sorti le curé français, il a implanté le curé polonais qui a fait la messe pour tout le monde. Et ça, c'est pas tellement loin. Donc, vous voyez, ces choses sont venues petit à petit comme ça. Bon, c'était pas le drame non plus, mais il fallait s'imposer ces organisations qui sont venues culturelles ou autres. Petit, les chorales, Lou, j'allais à Grafenbach pour apprendre à chanter aux autres. Je n'avais pas ajouté aussi qu'on m'avait enseigné bénévolement aussi les jeunes. Voilà. Donc, toutes ces choses se faisaient. Et si aujourd'hui, il y a certains membres de notre communauté qui sont maintenant intégrés, mais depuis longtemps, il ne s'agissait pas d'intégrer. Nous avions la même culture, nous avions le même choix. Mais surtout, ne parlez pas d'intégration, nous n'avons pas été intégrés. Nous sommes venus avec nos valeurs et avec notre patrimoine à nous. Bon sang, ça c'est d'être. Moi, c'est vrai que je suis officier de l'armée française, mais pour autant, je suis polonais dans l'âme, bon sang. C'est des choses qu'on ne perd pas. Eh bien, nos parents nous ont permis de ne pas perdre cela, notre identité.
Et cette culture, ben, c'est aussi grâce, et il faut le dire, aux mines de Potsdam d'Alsace, qui s'appelait peut-être pas comme ça, mais moi je vois mon père qui a été ramené dans un camion pour l'amener en Allemagne, tu suis à Belfort pour l'armée Anvers, pour pas faire Londres, une assistante sociale française, alsacienne, enfin, la sortie, puisque c'était au temps des Allemands, la sortie du camion, celui-là vous ne le prenez pas, c'est le père de 4 enfants, voilà, des choses comme ça, tout arrive. Donc ce lien était naturellement très fort, mais il faut laisser, il faut donner un coup de chapeau aux mines de potasse d'Alsace, et puisque vous venez là, parle justement des mines, hein, la dureté du métier, c'est très dur. Ce n'était pas pour aller faire des jeux de cartes au fond. C'est sûr, chaque personne qui allait au fond, j'entends qu'ils vont faire descendre les gens pour faire voir dans une mine détruite, voir un trou. C'est un ridicule pareil, il n'y a rien à voir. On a exploité la potasse, il n'y est plus, maintenant c'est fini. Bon. Alors, ces mines ont fait que, par le fait qu'on a travaillé durement, et naturellement, l'histoire de. On préférait les Polonais sûrs, parce qu'à un moment donné, quand vous n'êtes pas tout à fait chez vous, vous dites tais-toi, parce que peut-être que tu n'auras pas le boulot le lendemain. Déjà qu'il y a une discrimination entre les uns et les autres, parce que bon, pour d'autres histoires, et c'était courant, mais c'est courant aussi pour les autres. Je pense que c'est bon pour les Polonais. Mais pour les Polonais, parce que c'était des travailleurs déjà. Ils sont venus pour travailler, ils ne sont pas venus pour jouer au golf. Pour faire du tourisme. Et c'est grâce à eux que nous, on a peut-être juste, on a assisté à ces choses-là, parce qu'il fallait qu'on parle le polonais à la maison. Vous comprenez que quand j'entrais à la maison, mon père ne parlait ni l'allemand ni le polonais, mais pas l'italien. Bon, je ne sais pas pourquoi, on a été à la guerre austro-hongroise. Donc ces choses sont faites culturellement. Et maintenant, si on parle beaucoup de travail, c'est juste le salaire, on a eu des maisons, tout ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Je parlais dernièrement à un des rescapés des mines, enfin, un gars qui s'occupe maintenant de liquidation des mines, il me dit c'est quand même fantastique. Ça n'arrivera plus en Europe une chose comme les mines de potasse d'Alsace. Imaginez-vous, je ne fais pas partie de la direction, hein, j'étais anti-tout à l'époque, hein. S'il y a quelqu'un qui a dit des choses très fortes, c'est moi, parce que je suis un homme libre. Mais écoutez, les maisons, les jardins, l'assistante sociale, les maîtresses polonaises, le curé polonais, dans quel pays ou quelle région en Europe vous trouvez ça encore? Plus jamais. Alors préserver ça encore si c'est possible, ça c'est un du sa force. Mais bon, c'est un peu préservé grâce à des associations aussi, comme Calibi, comme machin, mélanger avec les Italiens, puisque l'Europe on l'a fait bien avant. Nous on a fait l'Europe bien avant, je suis allé en Pologne en 1960, c'était tout machin, bon, ils avaient tout pas mangé. Bon. Mais bon, c'était, il y avait une scission, machin, mais ils avaient l'essentiel, c'était la culture. Et ce que nous avons gardé, pour la grande majorité, et je sais que certains Polonais, c'est vrai, on a été un peu jalousés par le fait que nous avons un esprit plus ouvert, parce que nous sommes un peu comme minoritaires. Donc, vous voyez, comme Labo, que j'avais à la maison de la culture, quand j'étais encore tout petit, parce qu'on habite de ça. Et quand tu faisais de la photo, oui, il faut parler de la photo. peinture. on oublie toujours de dire que Robert Ziva a fait de la photo avant de faire de la peinture. Là, on a peut-être conduit à Non, c'est surtout apprendre aux jeunes de faire la photo. J'ai demandé, actuellement, je demande dans l'école maternelle aux gens, aux gamins, qui savent compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, et on fait un pot. Et aux adultes aussi. À l'époque, je demandais, savez-vous compter jusqu'à 3? Et c'est comme ça qu'on a créé le premier labo photo avec des salles. Et après, chez Fuchs, c'est un truc, bon. Les maisons jeunes, c'est encore une réalisation des villes de potasse. C'est ni jamais les villes qui ont fait ça. Autrement, on attendrait encore aujourd'hui la preuve que Toulouse n'a pas de maison de la culture. Et c'est une MJC, la plus jolie du Haut-Rhin. Et Bonne élève. non, la première maison de jeunes de la culture, c'est Colmar, dans le Marais, qui est une ouverture culturelle. Il y a des élus qui n'ont pas d'ouverture culturelle. Hein. On voit ça tous les jours, moi je vois ça tous les jours. Quand je vais dans certains patins, je reviens d'ailleurs de Sierentz, c'est merveilleux. D'ailleurs, je vais vous raconter une histoire, même pas une histoire, une réalité. Quand je pars à Sierentz, je vois parrainé par un village partenaire, une ville polonaise. C'est le seul qui, dans le Haut-Rhin ou dans le Bas-Rhin, est parrainé par un partenariat. Nous, Bassin Potassique, on a même quelques maires polonais. Aucun a osé
alors qu'ils sont parallèles avec les Allemands, qui finalement, bon, ça va peut-être cousin, mais jamais personne n'a osé, pas une seule ville, ni Wittelsheim, ni Wittelsheim, et pourtant, ils ont le droit. Et ben voilà. Et tant qu'on n'arrivera pas à ça, il y aura toujours des petits trucs. Alors, chez nous, à Wittelsheim, on préfère aller à Bürgstadt plutôt que d'aller à Bourges. Mais vous voyez. Donc, il faudrait un truc assez historique. Là, en plus de ça, ça m'énerve parce que je ne dis plus des. On est là, en effet, je t'en-dis, je veux se rappeler d'autres histoires personnelles, d'un truc, mais il y en a plein. Moi, actuellement, quand je vais très souvent à l'Académie française, parce que j'ai mon ami qui est secrétaire perpétuel, et je parle de la Pologne. Il y a des Polonais qui sont d'origine polonaise. Secrétaire, c'est à Paris, il y a plein. Mais bon, ce sont aussi bien français que nous, puisqu'ils font partie de l'Académie, et tout ça. Mais c'est du mal fantastique ce qu'on a fait comme mélange. On a fait l'Europe bien avant tout le monde. Hein? Et voilà ce que je voulais dire rapidement pour la culture, et le reste, vous pouvez y penser. Mais il faut penser aussi à ces villes qui pourraient quand même, Pulversheim, machin, Wittelsheim, parrainer avec une ville, mais alors ils ont des responsabilités de quoi? Mais c'est parce que culturellement, toujours le truc du travail du pognon, et ça c'est normal, tout le monde doit travailler. Dites-vous, s'il n'y avait pas les mines, où serait? Regardez, maintenant le chômage, l'intervention de pouvoir. Il n'y a plus d'associés, plus de petites salles, plus de potasse, mais il n'y a plus rien. Ça ne rapporte pas, ce qu'on fait. Le coiffeur, ça ne rapporte rien. Il n'y a plus d'usine. Pour cette chance, on n'aura plus jamais. On a vécu dans un rêve, bien que c'était Dieu pour les âmes. Comme disait un jour un syndicaliste, si le fils descend la mine, je tue l'ingénieur. Mais il n'avait pas qu'à descendre. C'est une responsabilité d'un homme quand on a 18 ans. Hein? Moi, je me rappelle le plateau des Glières, quand j'étais au plateau des Glières pour la première maison de la culture, parce que c'était à cause des jeunes Français qui se faisaient réfugier à 14 ans. C'était un ministre de Gaulle qui a créé les maisons de jeunes de la culture. Pourquoi? Parce que ça s'appelait la République des jeunes. Parce que les jeunes se faisaient réfugier à 14 ans, il n'y avait pas de raison qu'à 14 ans, ils ne pouvaient pas désirer leur choix culturel. Et voilà qu'on se crée les maisons de jeunes de la culture, toujours sur des malheurs. Alors, c'était pas un malheur, mais surtout une fantastique chance pour tous. Regardez, on a fait des profs, on a fait des historiens, voilà, c'est pour les hommes. Et on sort de la même famille. Et on continue. Maintenant, on s'est rencontrés à Chaumont, une histoire pas banale. On avait 14 ans, ça personne ne le sait non plus. À 14 ans, les Américains, les soldats américains, les officiers de l'armée américaine d'origine polonaise ont rassemblé les gens de Lorraine et les citoyens jeunes et nous ont amenés dans un château à Arcambaron. Hein, le train, et 60 ans après, je n'ose pas le dire, oui, presque 72, je ne sais pas tout à fait. Bon, 55 ans après, je suis invité par le département de la Haute-Marne. Donc l'IDEF faisait partie de ce truc. Dans la Haute-Marne, pour une exposition à la chapelle des Jésuites. Il y avait Saint-Antoine et moi, on voit, il y avait le vernissage, vous savez, comme ça, tout ça, conseil général, les machins, tout ça. Là-bas, ces gens-là se déplacent pour la culture, c'est pas toujours évident chez nous. Et le maire a dit, vous avez une surprise après. Le vernissage terminé, il prend sa voiture, il combat avec 2 personnes et il m'envoie à Arcambarois. Il savait cette histoire d'Arcambarois. Hein, où les Américains, les soldats américains nous ont amené tous les gamins polonais pour nous retaper pendant 1 mois. Hein. C'était superbe. Hein. Le temps, c'est en 1932, parce que les mines de Bolvillers, la division Bolvillers s'est développée, il fallait davantage de mineurs, et on a construit la cité Pulversheim, et les mineurs qui vivaient à 2 territoires dans une maison qui était faite pour une famille, ben, ils sont venus à Pulversheim. Et là, on a créé donc à partir de 1931. En 1932, on a créé la chorale. En 1936, le drapeau. Et pourquoi je parle du drapeau? Parce qu'effectivement, ce drapeau a été conservé en 1940, avant la venue des Allemands, ou juste avant. Et le président de l'époque n'a pas voulu détruire ce drapeau malgré la décision du Conseil de l'époque.
Et c'est donc le président, c'était mon père en l'occurrence, et il voit le secrétaire de mairie de Pulversheim. Ils ont pleuré ensemble, et avec le curé Onimus, donc le prêtre de la commune de Pulversheim, ils ont décidé de cacher ce drapeau dans l'église. Et c'est donc à la tribune d'homme, dans une armoire, que ce drapeau a dormi pendant toute la guerre. Et qui est-ce qui l'a transporté la nuit tombée pour que personne ne voie dans cette église? C'était ma mère et un jeune, Chouba Simon, c'était un jeune, parce que pour le porter, elle ne voulait pas aller seule. Il avait dans les 14-15 ans à l'époque, ce jeune. Et le père n'a pas pu le transporter parce qu'il devait, les mineurs de l'époque devaient quitter en catastrophe, ensuite à l'avancée des Allemands, ils devaient quitter en catastrophe le bassin potassique. Et il a dit à ma mère, tu détruis tous les papiers et tu transportes ce drapeau, et tu vas voir le curé Onimus, et c'est pendant toute la guerre, l'occupation, il a dormi dans cette armoire de la tribune d'orgue. Voilà. C'est pour vous dire, il y a encore une petite anecdote, et je m'arrête là. Et il y avait également, on a été dénoncé pendant l'occupation, et la Gestapo a fouillé la maison du grenier jusqu'à la cave. Alors, ce que c'était la guerre, et pourquoi on a été dénoncé, une dénonciation calomnieuse bien entendu, parce qu'ils n'ont rien trouvé, et parce qu'on était polonais. Alors à la fin, le gars de la Gestapo il dit, est-ce que je pourrais avoir un lapin? Je dis, ben écoutez, oui. Il a dit, non, je viendrai le soir. Et le soir, il est venu, il nous a dit, on vous a demandé pourquoi la Gestapo est passée chez vous. Alors, maman a dit oui. Alors, il dit, mais c'est simple, vous avez été dénoncé. Alors, il a dit la famille. Voilà. Voilà, c'est en quelques mots, je voulais dire, parce que pour cela... C'est bien d'avoir fait cette mention, mais disons, je n'ai pas prévu qu'on insiste beaucoup sur le rossignol forestier aujourd'hui, dans la mesure où ils sont intégrés dans le programme de l'après-midi, puisqu'ils embelliront la messe, donc ils seront flashés, si j'ose dire. Je voulais juste dire l'anecdote au sujet du drapeau, parce qu'il a été conservé, effectivement, il y a le drapeau qui a été détruit, mais lui, il a été également conservé sous l'occupation. Voilà. Si vous voulez, nous faisons une petite pause. Mais pour Mulhouse, c'est bon. Oui, pour Mulhouse, j'aimerais quand même faire un bon point, parce qu'il y a pas des autres cultures, mais il y avait l'Office mulhousien des arts populaires, qui a très très sympathisé avec, disons, les associations polonaises, et il faut quand même qu'on les sur la même page. On a fait venir Mazowsze, à l'île de Mulhouse, ils ont également fait une soirée polonaise au parc Saint-Bartholomew, où toutes les associations françaises jouaient des morceaux polonais, où toutes les chorales françaises chantaient en polonais, qu'ils ont appris pendant les... Donc Mulhouse a également... C'est pas ça que c'est d'accord, entièrement d'accord. Donc je dois donner aussi un bon point pour Mulhouse. Pour aller dans votre sens, d'un mot, moi je pense qu'il faudra rappeler une fois, faire une rétrospective un peu détaillée sur ce qu'ont été en 1972 à Mulhouse, justement, les journées polonaises de Mulhouse. Et c'était des morts, c'était à l'échelle incroyable, on n'a pas vu. C'est une européenne comme dit Robert, du maire Muller à l'époque. Non, voilà. Bien avant, en 47-48, avec votre folklorique c'était sur l'ensemble du bassin fantastique. Mais tout ça, il faut aussi le signaler que ça s'est fait après la guerre. Mais ce que nous avons souffert avant la guerre et pendant la guerre, ça aussi, il faut un petit peu le souligner. Parce que tous les beaux, moi aussi je suis contente de ce que je suis maintenant, et grâce peut-être à mes parents et à mais ce qu'ils ont souffert avant de nous former, et c'est là qu'il faut voir aussi. Parce qu'il faut aussi montrer un petit peu le côté souffrance, oui, parce que nous étions montrés du doigt, nous n'étions pas acceptés par la population. Et ça, il c'est la vérité, il faut le dire. Et c'est pour ça que tu me dis l'intégration. Il fallait s'intégrer. Oui, mais moi je sais, parce que nos parents ont souffert, nous. Ne revenons pas là-dessus. Il faut quand même le dire. Il faut le dire quand même. Oui, tout à fait.
Madame Bouli-Bernard le dira tout à l'heure, c'est prévu entre nous. Je propose de siffler la récréation.